Pendant plus d'un millénaire, l'Europe entière était paysanne. De génération en génération, des hommes et des femmes proches de la terre en ont pris soin pour se nourrir et nourrir leurs semblables. Mais que savons-nous de leurs peines et de leurs rêves, de leur solidarité et de leur révolte contre tous les dominants qui veulent s'emparer de leurs champs et de leur travail? Privé de pouvoir et de récits, ce peuple paysan a longtemps vécu dans le silence et l'obscurité. Aujourd'hui, on le dit en voie de disparition. Pourtant, son histoire est plus actuelle que jamais, traversée depuis 15 siècles par une même question, celle de la terre et de son usage. Pour moi, c'est pas un hasard s'il y a autant de suicides chez les agriculteurs à l'heure actuelle. C'est le signe d'une détresse économique, mais aussi sociale. Disons que la dureté du travail paysan, il est supportable parce qu'on le vit ensemble et que par ailleurs, il y a une convivialité. Je ne dis pas que ce soit rose tous les jours, on s'engueule avec ses voisins aussi énormément, mais il y a quelque chose du faire ensemble, alors que la solitude de l'exploitant agricole moderne, qui est juste là avec ses machines et ses immenses monocultures, je pense que c'est une perte de sens complet par rapport à ce qu'est la réalité du travail paysan. Il y a encore de très nombreux pays, dans les pays du Sud, où il y a encore des vraies communautés paysannes. Et est-ce qu'on peut être paysan sans avoir une communauté paysanne? Ça, c'est une vraie question. La communauté villageoise, un paradis sur terre, fait de solidarité et d'harmonie. Ou bien un enfer, un concentré de haine et de violence. Il est important de ne pas idéaliser la paysannerie. Les paysans peuvent se comporter très mal les uns envers les autres. Les hommes paysans envers les femmes paysannes, les voisins paysans entre eux, les riches paysans envers les paysans modestes, les villageois envers les étrangers. Un récit du début du XIe siècle relate l'histoire d'un certain Arnulf. Après avoir été blessé par des voleurs dans les Ardennes, il arrive dans un village à l'article de la mort. Les paysans sont très méfiants. Ils le soupçonnent d'être lui-même un voleur, venu reconnaître les lieux avant de piller le village. Au bout d'un moment, ils finissent par admettre qu'il est vraiment blessé. Et il se montre enfin gentil. Pourtant, quand il meurt, il ne l'inhume pas au village, mais sur la route. Ce n'est pas vraiment l'un des leurs. Il ne peut pas être enterré au cimetière, c'est un étranger. Quand bien même cette histoire ne serait que pure invention, elle reflète bien la méfiance de l'étranger qui caractérise nombre de communautés paysannes. La communauté villageoise sait se protéger de ce qui vient d'ailleurs. Dans ce film des années 30, la menace étrangère est une jeune fille de mauvaise réputation, venue de la grande ville et accusée d'avoir mis le grappin sur le meilleur parti du village. Vous savez ce qu'on fait à Saint-Jean quand une veuve se remarie trop tôt? Ou qu'une femme trompe son mari? Ou quand on ne veut plus de quelqu'un dans le pays? Oui, un charivari. Un charivari, c'est un concert de musique complète donné devant la maison d'un villageois dont on veut stigmatiser la conduite. C'est un des plus anciens rituels paysans. Son origine est obscure. Il remonte sans doute à de vieux mythes d'animaux à la sexualité débridée. Mais le sens est clair. Organisé par les jeunes hommes célibataires, ce désordre sonore stigmatise le mariage entre riches et pauvres,
entre partenaires d'âge différents ou toute autre conduite qui dérègle le marché matrimonial. Il accompagne souvent d'autres rituels, comme la chevauchée de l'âne où un mari trompé ou battu par sa femme est promené à travers le village, assis à l'envers sur la bête, signe que sa conduite a perturbé l'ordre des choses. Au XXe siècle, ces rituels d'humiliation peuvent prendre un tour plus politique, comme celui qu'infligent des moissonneurs à un gros fermier du sud de l'Italie et qu'il rejoue avec plaisir devant la caméra d'un ethnologue militant. La violence paysanne n'est pas seulement rituelle. Du XVIe au XVIIe siècle, les peintres se délectent de ces rixes provoqués par l'alcool et le jeu. Mais au XIXe siècle, la violence paysanne n'amuse plus. Elle effraie. Des tableaux pittoresques, elle passe aux archives judiciaires qui témoignent de son omniprésence dans la vie villageoise. Elle prend sa source au sein de la cellule familiale. On s'y déchire jusqu'au meurtre, entre frères et sœurs, mari et femme, père et fils, pour des questions d'héritage ou d'autorité. Mais toute la famille se ressoude pour combattre le voisin en cas de conflit de bornage ou de droit d'accès aux parcelles enclavées, qu'on le revendique pour soi ou qu'on le refuse à l'autre. Tout cela est mis de côté quand les voisins font front commun avec ceux de leur faction, comme dans la France du XIXe siècle, les républicains contre les royalistes. Enfin, le village tout entier se retrouve pour affronter le village d'à côté. Tout au long du XIXe siècle, ces batailles rangées d'une violence extrême rassemblent plusieurs centaines de jeunes combattants, surtout dans le sud de la France et en Espagne. Ces batailles opposent des villages, des paroisses ou des communautés qui se disputent l'usage des communs. C'est un bois, un pré, un espace où les habitants de plusieurs villages mènent tous paître leurs bêtes, et ils se battent car chaque village revendique le droit exclusif de s'en servir. L'autre casus belli courant est le marché matrimonial. Si un jeune homme se met à faire la cour, à tenter de séduire une jeune fille d'un village voisin, ça suscite aussitôt l'hostilité des autres garçons du village, qui se sentent attaqués, et à juste titre, parce que ça risque de réduire leurs propres chances de se marier. Dans la société rurale de l'époque, un célibataire est un raté. À défaut d'images d'époque, il y a ce grand succès des années 60, qui réduit les guerres villageoises à de simples jeux d'enfants. C'est nostalgique, amusant, mais aussi un peu condescendant. Une façon de dire que les paysans eux-mêmes ne sont que de grands enfants. Il y a des traces dans les annales des mairies ou les archives judiciaires, mais c'est surtout la presse qui en parle. Elle qualifie ces événements d'actes de sauvagerie et elle établit une comparaison très révélatrice. En Espagne, par exemple, on disait « Ces jeunes des campagnes ne se comportent guère autrement que les berbères du Rif ». La région au nord du Maroc que l'Espagne colonisait à ce moment-là, ou que les sauvages du Congo. C'était très fréquent, et cela en dit long. En parlant de ces incidents violents, on faisait le parallèle entre des paysans, membres à part entière de la communauté nationale, et des peuples que l'on considérait comme primitifs. Cela montre bien que la violence spontanée, pas celle dont les formes étaient jugées acceptables, était perçue comme une absence de civilisation. Il n'y a pas besoin d'aller en Amérique pour observer les sauvages.
écrit Balzac en 1840 à propos des paysans français. Geronimo, le chef apache. Naya, la paysanne sorcière bretonne. Ils ont 3 siècles de retard, dit un notable. Et un autre. On ne peut pas imaginer que du sang coule sous leur peau épaisse. Et pour le préfet de l'Ariège, les paysans sont aussi sauvages que les ours qu'ils élèvent. En avance sur les autres pays européens, la France entreprend alors de civiliser ces sauvages de l'intérieur. Le mot paysan fait place à celui d'agriculteur, jugé plus digne et célébré lors de cérémonies annuelles, les comices agricoles, à la fois foires, fêtes, concours et promotion de la modernisation, placés sous le patronage bienveillant des autorités. Le service militaire obligatoire, la conscription, pousse également les paysans à sortir de leur monde, réduisant ainsi l'écart qui les sépare du reste de la nation. Un homme incarne alors ces 2 piliers de l'intégration. Le général Bugeaud, qui est tout à la fois un farouche défenseur de l'ordre social et un partisan fervent de la modernisation de l'agriculture. En 1830, il applique ses idées en Algérie, en faisant de la destruction de l'agriculture traditionnelle une arme de la conquête. Pour réduire les indigènes, dit-il, il faut brûler leurs moissons, abattre leurs arbres fruitiers et leur bétail. La conquête achevée, on sédentarise les populations nomades, seul moyen de les contrôler et d'empêcher les rébellions. Enfin, on transforme les paysans autochtones en ouvriers agricoles au service des colons français, et on remplace les cultures traditionnelles par des cultures européennes destinées à nourrir la métropole. Il fallait absolument remplacer toutes les espèces végétales, y compris animales, par des espèces européennes, françaises. Et ça, ce n'était pas possible sans l'élimination de cette catégorie de paysans algériens, et qu'il fallait donc éradiquer, éliminer cette paysannerie et la remplacer. Donc tout ce discours-là, lié au développement des semences, à une agriculture de type colonial, tout ce discours se développe au XIXe siècle. Et on le retrouve encore aujourd'hui. On le retrouve, on se rend compte aujourd'hui, on a par exemple dans beaucoup de nos pays éliminé, je veux dire, toute création d'une banque de gènes qui préservait les semences indigènes, les semences locales, qui pour beaucoup d'entre elles, avait été sélectionnée sur une période historique assez longue et qui tenait compte à la fois du sol, du climat, des techniques, etc., qui étaient maîtrisées par les paysans. La destruction de l'agriculture traditionnelle et de son tissu social provoque en Algérie des épisodes de famine qui font entre 300 000 et 500 000 morts. À la même époque, en Europe, la famine frappe également l'Irlande. Le pays a été colonisé par les Anglais, qui ont remplacé le pastoralisme traditionnel par la culture du blé et l'élevage du bétail destiné au marché anglais. Les paysans irlandais, eux, étaient encouragés à cultiver la pomme de terre, devenue leur aliment quasi exclusif. Sur les pentes d'Achill Island, on peut aujourd'hui encore voir les traces laissées par leurs champs. Et juste à côté, les ruines d'un des villages totalement rayés de la carte lors de la grande famine de 1847, due à plusieurs années de mauvaises récoltes. Et tandis que les paysans meurent par dizaines de milliers,
l'exportation du blé et du bétail vers l'Angleterre se poursuit comme si de rien n'était. Bilan, 1 million de morts et 1 million d'Irlandais contraints à l'exil vers l'Amérique ou le Canada. C'est le premier temps d'une grande migration à laquelle viendront s'ajouter dans les décennies suivantes des millions de paysans fuyant les régions les plus pauvres d'Europe. Les paysans sont aussi de plus en plus nombreux à partir pour la ville. Ce mouvement existe depuis le Moyen Âge. Sans un apport constant de population paysanne, certaines grandes villes auraient tout simplement disparu. Mais la révolution industrielle du XIXe siècle lui donne une autre dimension. Les nouvelles usines ont besoin de main-d'œuvre. Ça tombe bien, car elles fabriquent en même temps de nouvelles machines agricoles et des engrais industriels qui remplacent en grande partie l'ancien travail paysan et libèrent la main-d'œuvre pour l'industrie. En même temps, la religion et les valeurs traditionnelles reculent, tandis que des lois libérales, comme celle de 1891, qui abolit en France la vaine pâture, achèvent de démanteler les anciennes solidarités villageoises. Résultat, en France, la population rurale passe de 18 millions en 1881 à 15 en 1911 et à 8 en 1962, l'année où la télévision française tourne ce film. Le café et l'église, c'est tout ce qui reste de l'ancienne vie communautaire. Le village n'est plus qu'un décor qui a perdu son sens. Et de l'autre côté, les promesses de la grande ville et de la vie moderne. Et la volonté d'un jeune paysan d'échapper à sa condition. Salut les gars. Adieu les gars. Continuez à tourner en rond sur la place si ça vous amuse. Moi je pars. À Paris. Au milieu du XXe siècle, ce simple fait de vouloir exercer sa liberté de partir était encore présenté sous des couleurs tragiques. Un saut dans le temps. Une ferme dans le pays nantais. Allez. Là où, à l'époque de mes parents, on s'installait pour une carrière, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les jeunes qui s'installent aujourd'hui envisagent ce métier-là pour 40 ans non-stop. Parce que dans tous les métiers, c'est comme ça. On a des projets, ça change, voilà. Puis nous, il y a sûrement plein de choses à inventer pour que nous, paysans, si on ne veut pas se sentir enfermés et contraints à ce métier-là, on puisse des fois aller faire autre chose et puis pourquoi pas revenir dans le métier après. Chose qui n'est pas forcément si simple aujourd'hui. On doit pouvoir imaginer le métier pour que demain, on puisse s'installer en agriculture. Si à un moment donné dans notre carrière, on veut faire autre chose, de l'artisanat, devenir réalisateur de films, quoi que ce soit, faire le tour du monde, qu'on puisse... Il y en a qui arrivent, mais ça reste assez anecdotique. Qu'on puisse quitter le métier et puis pourquoi pas revenir plus tard. Mais je pense que demain, aujourd'hui, quel jeune, dans n'importe quel métier, arrive dans le milieu professionnel en se disant « je vais faire ce métier pendant 40 ans ». Il n'y a que les curés qui disent ça, il n'y en a plus beaucoup. En 1892, la grande fuite des paysans reçoit une appellation mythique inventée par un écrivain anglais, exode rural, par analogie avec l'exode biblique, celui de la sortie d'Égypte. Dans la Bible, l'exode, c'est la fin de l'esclavage, une libération. Mais les politiciens de la fin du XIXe siècle sont plutôt comme le pharaon, furieux de voir ses esclaves partir. Pour eux, l'exode rural est une catastrophe aux dimensions apocalyptiques.
Le ministre français de l'Agriculture, Jules Méline, traite de déserteurs les paysans qui partent à la ville. Ils sont, dit-il, mus par un égoïsme et une ambition mal calculée, qui mettent en péril la conservation de la puissance militaire française. Quant au chancelier Bismarck, qui industrialise l'Allemagne à marche forcée, il veut garder ses paysans pour faire contrepoids au radicalisme du monde ouvrier. Au tournant du XXe siècle, le mythe du soldat laboureur connaît ainsi son heure de gloire. Costaud et docile, contrairement à l'ouvrier, le paysan est promu défenseur numéro 1 de l'ordre social et de la patrie. Le paysan qui, à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, n'était pas vraiment considéré comme très intéressant, il permettait de nourrir le monde et ça suffisait. Face à la transformation des sociétés, à l'urbanisation, au développement de l'industrie, à la question de la définition des frontières, la question du rapport au territoire, la question du rapport au sol, et donc la question de la construction d'une identité repose sur le paysan. Et là, effectivement, on voit dans toute l'Europe naître des mouvements folkloristes, des mouvements régionalistes. On voit autour de la question du péril démographique dans un certain nombre de pays ressortir cette idée que le paysan serait fécond par nature, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Et donc, effectivement, ce jeu, sur lequel se greffe la question de la guerre et du combat, puisque au temps des armées de masse et des armées de conscription, le paysan est considéré comme le soldat par excellence, en tout cas dans la phraséologie et le discours. Tout un discours, par exemple, pendant la guerre de 14, on explique, alors surtout quand on commence un peu à gagner la guerre, qu'on gagne la guerre parce que les Allemands sont des ouvriers. Et donc l'ouvrier, il ne peut pas supporter les tranchées, tout ça, il est habitué à aller au café, tout ça, avoir des pantoufles et à faire les 3-8. Enfin, donc il est feignant par nature. Le paysan, lui, il fait ce qu'on lui dit. À partir du milieu du XIXe siècle, les paysans européens obtiennent progressivement le droit de vote et deviennent une force politique. Ils forment des partis et prennent modèle sur les syndicats ouvriers et leurs méthodes. En France, en 1907, les vignerons du Midi mobilisent des centaines de milliers de participants lors de gigantesques meetings dénonçant la fraude et la concurrence des vins algériens. Signe de modernité, la ville n'est plus une cible à piller, mais un décor de la protestation, une caisse de résonance. 4 ans plus tard, ce sont les vignerons de l'Est de la France qui manifestent de façon spectaculaire. Filmé pour la toute première fois, le rituel, qui deviendra classique, de la violence paysanne. Cette violence, elle est en grande partie instrumentalisée par les agriculteurs eux-mêmes pour en faire un aspect particulier de leur répertoire. C'est-à-dire qu'ils ont joué finalement sur les représentations qui collaient à leur identité. Voilà, c'est cette identité de dire que le paysan, il est proche de la terre, il est proche des forces primitives, et que donc, quand il n'est pas content, il l'exprime de façon virulente, il ne s'embarrasse pas de détails, contre un petit peu une civilisation des mœurs. Et ça, cette représentation, elle est présente dans toute l'histoire, et les paysans se la réapproprient quand ils commencent à produire leur propre discours, à partir de la fin du 19e et surtout du 20e siècle. Italie du Sud, dans les années 60. En italien, on les appelle les braccianti, celles et ceux qui n'ont que leurs bras, le prolétariat paysan. Au début du XXe siècle,
Ces ouvrières et ces ouvriers agricoles sont des centaines de milliers à travailler dans les grandes rizières d'Italie du Nord, comme celle de la Tenuta Colombara. Dans ce dortoir, aujourd'hui transformé en musée, dormaient les mondine, les émondeuses, dont le travail consistait à arracher à main nue les mauvaises herbes des rizières. Comme des ouvrières d'usine, elles vendaient leur temps. Et comme dans les usines anglaises du XVIIIe siècle, seul le contremaître avait le droit d'avoir une montre. Nessuno poteva avere l'orologio che tu non dovevi sapere l'ora, perché loro, quando è finita la giornata, ti facevano sempre lavorare 10-15 minuti in più, perché 100 donne, 15 minuti in più tutti i giorni è una cifra non indifferente. Allora le donne avevano inventato una canzone, cominciavano a cantare, perché loro guardando il sole sapevano regolarsi e cominciavano a cantare che se tu mi fai lavorare di più, adesso invece di sradicare l'erba, sradico il riso. En 1911, les mondines de la région de Vercelli se mettent en grève pour la journée de 8 heures, comme le font au même moment les ouvriers et les ouvrières d'usine dans le reste de l'Europe. Leurs actions spectaculaires, comme le blocage du chemin de fer, popularisent dans tout le pays une lutte épique que célébraient encore les mondines des années 60. Domenica Battaglia avait alors 20 ans. Se 8 ore vi sembran poche, venite voi a lavorare e troverete la differenza di lavorare e di comandare. La bicicletta alla mattina si andava presto a lavorare, con povera vita della mondina, questo è quello che doveva far. Puis Dorino Funotti a voulu nous montrer comment il moissonnait un demi-siècle plus tôt. Taglia sempre pare sbies, non puoi tagliare diritto così, no? Che ti aiuta, tac, così, tac, così, zac, così, zac, così, zac, faceva tac, e così, tac. « 1er août 1914. Sur le plateau de Mille Vaches, des paysans en train de faire la moisson entendent au loin sonner le tocsin, qui depuis toujours les alerte quand l'orage ou la grêle menacent les récoltes. Les paysans sont surpris. Le ciel semble dégagé, mais l'orage est bien là. C'est la guerre qui vient d'éclater entre la France et l'Allemagne. Une guerre qui abandonne aux femmes tous les travaux des champs, ceux des hommes comme ceux des bêtes, tous deux pareillement réquisitionnés pour le front. Pendant que les soldats paysans meurent dans la boue, les journalistes des villes laissent libre cours à leur délire patriotique et agraire. Aux paysans obstinés, écrit l'un d'eux, la boue ne fait pas peur. L'existence cruelle des tranchées lui redonne la satisfaction obscure de manier encore la terre maternelle. La tranchée dont on part à l'assaut, c'est la terre de France qui s'est ouverte pour enfanter, la terre fendue d'où jaillissent ses enfants. Si les horreurs d'une terrible guerre venaient encore fondre sur le pays, sans hésiter,
là-bas vers la frontière, je partirai de suite avec mes fils. L'effarant coût de la guerre. En France, 500 000 paysans morts et 500 000 paysans mutilés. Dans toute l'Europe, les paysans ont été beaucoup plus mobilisés que les ouvriers d'usine, et ils estiment que leurs pays ont une dette envers eux. C'est encore plus le cas en Italie, où le gouvernement leur avait promis une grande réforme agraire une fois la paix venue. La promesse ne sera pas tenue, et en 1919, les ouvriers agricoles et les paysans pauvres lancent un mouvement général d'occupation des terres. Pour les mater, les grands propriétaires terriens du nord de l'Italie font appel aux milices d'un parti d'extrême droite formé d'anciens combattants. Leur victoire contre ce qu'ils appellent le bolchevisme rural propulse sur le devant de la scène puis au pouvoir les fascistes de Benito Mussolini. Loin d'être un simple prétexte à des images de propagande, la question de l'agriculture est au cœur des projets de tous les nouveaux régimes dictatoriaux qui se développent en Europe après la Première Guerre mondiale. L'État nazi en Allemagne, l'État fasciste en Italie, ou encore ce qu'on appelait l'État nouveau au Portugal, tous ces régimes ont dû être construits. Ils partaient de zéro. Ce n'était pas comme si l'État disposait d'une structure qui s'imposait sur les campagnes. Là, c'est l'État qui s'invente lui-même. Et ce qui saute aux yeux dans la formation des nouveaux États fascistes, ce qui les différencie des régimes précédents, c'est que tout tourne autour de la production alimentaire. Ils naissent de l'obsession de nourrir le corps national, la nation organique, grâce à la terre nationale. Pour nourrir l'Italie avec une production exclusivement italienne, Mussolini lance chaque année des campagnes pour les récoltes, qu'on appelle de façon martiale les batailles du blé. Le Duce lui-même y participe, torse nu, pour exhiber sa vitalité primitive, mais avec des lunettes d'aviateur, tout ce qu'il y a de plus moderne. Le paysan fasciste est un soldat. Son arme, une nouvelle espèce de blé, plus résistant et supportant mieux les engrais chimiques, baptisé Ardito. En hommage aux Arditi, les troupes de choc de l'armée italienne de la Première Guerre mondiale, devenues le noyau dur du mouvement fasciste. La boucle est bouclée. En Allemagne nazie, c'est le cochon qui est l'objet de toutes les attentions du pouvoir. Les techniciens s'emploient à créer une nouvelle race, produisant plus de graisse tout en mangeant moins, de façon à ne pas concurrencer les humains. On rationalise aussi la culture de la pomme de terre. Dès 1934, sur les 1500 variétés existantes jusqu'alors, seules 74 restent autorisées à pousser en terre allemande. Tout ce qui touche à l'agriculture en Allemagne nazie est contrôlé par une organisation unique appelée Corporation nourricière du Reich et dirigée par Walter Darré, un obsédé du Blut und Boden, du sang et du sol, auteur du livre « Le cochon comme critère de distinction des peuples nordiques et des sémites ». Quand on cherche à démontrer l'antimodernisme du nazisme, on cite toujours Darré et cette sorte d'utopie rurale. Mais c'est oublier un peu vite qu'il a dirigé la corporation nourricière et que c'est cette institution qui a répandu toutes ces nouvelles formes de vie standardisées dans les campagnes allemandes. Une institution dotée d'une structure capable de toucher jusqu'au plus petit village d'Allemagne. Je pense qu'on a mal mesuré à quel point l'expansion de cet État s'appuyait sur le contrôle de ce qui était produit dans chaque village à travers tout le territoire allemand. Les paysans n'avaient aucun pouvoir sur leur production. Ils ne prenaient pas de décision en fonction de leur intérêt, du marché ou de leur propre subsistance. Ils étaient tenus de nourrir le corps national.
Il devait produire le cochon capable d'assurer l'autosuffisance de l'Allemagne. Tout en imposant la modernisation et l'étatisation de l'agriculture, l'Allemagne nazie promeut une ruralité archaïque totalement inventée. Une brochure officielle réglemente de prétendues anciennes danses germaniques dont les danseurs doivent tous porter le même costume, folklorique et obligatoire, imaginé par les autorités. Le but n'est pas de ressusciter le passé, dit un folkloriste nazi, mais de ressouder l'Allemagne, minée par la morbidité et la diversité, et d'assurer ainsi le salut par son enracinement organique. Paradoxalement, cette sorte d'idéalisation de la paysannerie existe toujours. Paradoxalement parce que tout le système roumain moderne post-socialiste est contre la paysannerie. Il pousse à l'implantation de méga-fermes, à l'industrialisation, à la compétitivité, fermes géantes, production brutale, aucune valeur ajoutée forcément. Pourtant, le marketing de ces produits, et c'est ça le paradoxe, utilise toujours une imagerie faite de vaches heureuses, paissant tranquillement dans la campagne verdoyante et de paysans en costume traditionnel. Donc c'est vraiment, on vous montre l'image de ce que vous voudriez avoir et on vous refourgue, je ne veux pas dire de gros mots, la saleté qu'on produit. Les paysans français des années 30 sont eux aussi exposés à la tentation fasciste du mouvement des chemises vertes qui remettent en scène leurs actions devant la caméra des actualités américaines. On rejoue l'épisode de l'huissier qu'on chahute pour empêcher la saisie de la maison d'un paysan ruiné, celui des impôts payés en sacs de blé, celui encore où on chausse les sabots pour imiter en miniature les grandes messes paysannes de l'Italie fasciste ou de l'Allemagne nazie. Mais si le mécontentement paysan est réel, la tradition républicaine l'est tout autant, et le fascisme à la française ne prend pas. Seule la défaite de la France en 1940 et l'instauration du régime de Vichy lui permettent d'élargir son audience. Dès son second discours comme chef de l'État français, Pétain prononce sa fameuse phrase « La terre, elle, ne ment pas ». Sous-entendu, contrairement à la République, au Front populaire et aux villes, source de tous les maux. Comme le slogan ne veut pas dire grand-chose, on peut le mettre à toutes les sauces. S'en servir pour exalter tantôt les valeurs paysannes traditionnelles, tantôt les mérites de la modernisation dont rêvent tous les technocrates de Vichy. En juin 1941, l'Allemagne nazie envahit la Russie. Il s'agit de conquérir pour le Reich des terres agricoles et la main-d'œuvre qui va avec. C'est la plus grande guerre d'expansion coloniale de l'histoire. Nous dominerons cet immense territoire avec juste une poignée d'hommes, déclare Hitler. Quant aux paysans locaux, qu'on les paye avec des foulards, des colliers en verroterie et tout ce qui plaît aux indigènes. À l'apogée de sa puissance, l'Allemagne nazie occupe une très grande partie du continent européen. Et même si les pays de l'Europe de l'Ouest sont mieux traités que ceux de l'Est, ils sont eux aussi condamnés à rester avant tout paysans pour nourrir l'Allemagne industrielle. Mais en 1945, l'Allemagne est vaincue. L'Europe se retrouve alors coupée en deux. À l'ouest, des démocraties parlementaires, à l'est, les pays de ce qu'on appelle le bloc socialiste, dominé par l'Union soviétique. La frontière symbolique entre les deux, c'est le fleuve Elbe, le même qui séparait autrefois la paysannerie affranchie de l'ouest de la paysannerie asservie de l'est. Dans les pays sous domination soviétique, on applique les doctrines et les méthodes qui ont fait leurs preuves dans l'URSS des années 20.
La classe paysanne, que Marx comparait à un sac de pommes de terre, est appelée à disparaître en même temps que la propriété privée. Dans les kolkhozes, des fermes collectives gérées comme des usines, des paysans doivent remplir les quotas fixés par le parti pour nourrir les villes, quitte à ce que les paysans eux-mêmes meurent de faim. En Roumanie, cette collectivisation à la soviétique démarre en 1945. Cela a commencé comme une promesse, la promesse d'une vie meilleure. C'était présenté comme un tableau lumineux dans lequel des gens travailleraient ensemble sur des terres unifiées, seraient plus productifs et occuperaient une place centrale dans la production. Et beaucoup ont adhéré à cette idée. De nombreux paysans, surtout parmi les moins prospères, les plus démunis à ce moment-là, ont accepté sans difficulté parce qu'ils croyaient à la promesse d'une meilleure viabilité économique. Mais notre forte tradition paysanne a fait que la plupart des paysans roumains n'y ont pas cru. Les beaux discours ne fonctionnaient pas sur eux. La seule méthode qui marchait, et que Ceausescu a donc commencé à mettre en œuvre, c'était la force. Des gens se faisaient enlever en pleine nuit, passés à tabac, souvent à mort. Ils étaient terrorisés, persécutés, jusqu'à ce qu'ils cèdent leurs terres aux coopératives. C'était d'une brutalité sans nom, et ça broyait l'esprit paysan au passage. C'est une histoire qui me touche personnellement, car mon grand-père a été de ceux à qui on a arraché la terre. Il refusait de céder et il a été persécuté pendant des mois, au point qu'il a fini par décider que la vie ne pouvait pas continuer comme ça. Et il s'est pendu. C'est une façon terrible de perdre son grand-père. Il a perdu la vie parce qu'il a perdu sa terre. Il a vu sa terre lui être enlevée. Et c'est un drame qui a dû se produire des millions de fois. Les archives du musée de l'agriculture à Prague gardent les images officielles de la collectivisation en Tchécoslovaquie communiste dont le dirigeant Klement Gottwald a fait une promesse à Staline. Nous n'allons pas discourir sur les kolkhozes, nous allons les faire. Des cérémonies pour fêter le remembrement des terres collectivisées. Une paysanne qui semble heureuse d'offrir sa vache au collectif. Des concours entre villages pour remplir les quotas exigés. Et des murs de la honte pour les villages qui ne les remplissent pas. Voilà ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et voilà ce qui était caché. Un message découvert récemment dans une doublure de porte lors de travaux de rénovation d'une vieille ferme. 1957. Ils nous traitent comme les serfs d'autrefois. On a peur de vivre. Au même moment, en Italie, un film commandé par le gouvernement fait la promotion d'une réforme agraire mise en œuvre pour contrer l'agitation communiste dans les campagnes. La réforme ne concerne que quelques régions parmi les plus pauvres. Entre Livourne et Rome, l'agence Ente Maremma offre aux paysans pauvres une maison et quelques hectares de mauvaise terre. À charge pour eux de se laisser guider sur la voie de la modernisation. La base était, ces paysans ne savent pas quoi faire, on va leur amener la modernité. Vous êtes pauvres parce que vous êtes cons, et on va vous apprendre à vivre parce que vous devez faire comment les grandes exploitations agricoles modernes, et vous n'êtes pas moderne. Et moi, j'ai le bouquin sous ma table, où c'est expliqué, comme ça, comme je l'ai dit, avec une démagogie, un paternalisme insupportable. On forçait les gens à se mettre en coopérative
Mais la base était la culture coloniale fasciste. Tu es un con et on t'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Pour dire la folie. À un certain moment, l'agence de réforme agraire a décidé qu'elle voulait promouvoir la cultivation du coton pour la naissante industrie textile. Alors vous voyez là les champs de coton avec le blues. Il faut être fou, ou imbécile, ou corrompu. Antonio Onorati habite toujours la maison d'Ente Maremma, que son père a reçue en 1952, tout en refusant d'intégrer la nouvelle coopérative, comme étaient censés le faire les bénéficiaires de la réforme. La réforme agraire voulait les mettre en coopérative. Et mon père a dit, non, la phrase était, je m'enfuis d'un contremaître, je ne veux pas un autre. Et ça, c'est vraiment les centres du sentiment paysan. On a dit que ça, c'était réactionnaire. Et personnellement, je me suis toujours battu, on a fait des bagarres dans ma jeunesse ou ça, parce que moi, je considère ça bien au contraire, une envie de liberté, d'autonomie qui est la base de l'économie paysanne. Ce n'est pas contre les autres paysans. La terre est une forme de libération de tous ceux qui la travaillent. Ça, c'était clair. Ce n'était pas un problème de propriété. C'est avoir la possibilité de travailler sa terre, comme on veut, de s'organiser sans contremaître et sans, il disait, il n'y a que Dieu et la pluie. Hein? Le reste, c'est nous. Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Depuis le XVIIIe siècle, toute tentative de modernisation de l'agriculture en France bute sur la question du remembrement des parcelles, mais aucun régime n'ose toucher à ce socle de la petite paysannerie indépendante. Ce n'est qu'en 1955 que le gouvernement français saute enfin le pas et ouvre la voie à la modernisation et à la mécanisation. On détruit bien sûr beaucoup plus que l'ancienne forme des champs. Un agriculteur sur son tracteur ne pensera plus comme un agriculteur derrière son cheval, écrit un partisan du machinisme agricole. Bien sûr, un agriculteur sur son tracteur pensera au prix du carburant et des engrais, au cours des céréales, à ses dettes. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Voilà, tout est dit, ou presque. Que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, la modernisation et la rationalisation, indifférentes au régime, avancent d'un pas étrangement semblable, avec le soutien des États, puis de la communauté européenne. L'industrie sert de modèle. Le champ comme usine, la vache laitière comme machine à digérer, le cultivateur, car on ne dit plus paysan, comme technicien spécialisé. Et ça marche, même trop bien. À partir des années 80, on se rend compte qu'on produit trop, avec comme conséquence catastrophique l'effondrement des prix et des marchés. Et comme stocker coûte cher, on inverse le mouvement. On ne subventionne plus la production, mais la destruction. Enfin, une succession de crises, de la vache folle au dérèglement climatique, accélère la prise de conscience du désastre écologique et remet en cause le modèle productiviste. L'agriculture industrielle continue à occuper le terrain. Mais à côté, d'autres pratiques se développent, dont le nom étrange « agriculture paysanne » dit bien ce qui s'est perdu et ce qu'il faut essayer de retrouver. Nous, les jeunes paysans qui sommes installés là dans des systèmes en bio, voilà, en faisant de la vente directe, en essayant d'être un peu cohérent au niveau environnemental, et on ne l'est pas du tout, mais on s'épuise complètement.
on doit courir de 6h30 du matin jusqu'à 10h du soir. Et quand la journée est finie, on est persuadé de ne pas avoir fait le 10e de ce qu'il aurait fallu faire. Et on n'a pas fait le 10e de ce qu'il aurait fallu faire. La réalité, c'est que faire tourner des asperceurs comme ça, c'est un gâchis d'eau complet, mais c'est une façon d'économiser mon énergie à moi. Parce qu'en fait, ce serait beaucoup plus efficace de prendre l'arrosoir et d'aller arroser au pied de chaque plante. Mais juste moi, toute seule, là, j'en ai pas la force. Donc pour pouvoir bien faire les choses, il faudrait être... mais pas juste 2 fois plus nombreux, hein. Il faudrait être 10, 20 fois plus nombreux dans un pays comme la France. Et est-ce que les gens ils sont prêts à ça ? Quand j'ai commencé ce travail, voilà comment j'imaginais ce retour de la nature sauvage qui a suivi la fin de l'Empire romain. Un amas monstrueux de racines entrelacées, comme celles des vignes abandonnées décrites par un chroniqueur du IVe siècle, pour qui elles étaient l'image même de la fin du monde civilisé. Des vignes abandonnées, il y en a beaucoup aujourd'hui en France. Ici, un pied de vigne hors contrôle est monté jusqu'à atteindre la taille d'un arbre. Là, on peut encore lire l'ancien alignement des plants. Tout cela n'a rien de spectaculaire ni de monstrueux. Les vignes ont été abandonnées parce que pas assez rentables et trop chères à arracher. C'est juste triste, de cette tristesse qu'ont les choses délaissées. Un cimetière du travail paysan. Un autre cimetière, tout aussi abandonné. C'est là qu'on enterrait autrefois les mondines et des rizières de la Colombara. Elles étaient des centaines, remplacées aujourd'hui par quelques hommes et leurs machines. Tout le monde connaît les statistiques. L'érosion constante de la paysannerie européenne, dont la disparition est annoncée, certains disent programmée, depuis longtemps. Cela semble inexorable, désespérant, et pourtant. Ceux qui pensent qu'il y a un seul modèle dominant, et c'est l'agriculture industrielle, sont battus par les chiffres. En Europe, comme en Italie, le système agricole est pluriel. Il y a un système industriel, un système paysan, et un passage intermédiaire. Ces 3 blocs existent, ils ont des modes de production différents, ils ont des économies différentes. Il existe une agriculture paysanne et une économie paysanne qui a une manière de voir les choses autre que ceux qui investissent du capital. L'agriculture paysanne investit du travail. C'est ça que fait mon frère, que moi je fais. C'est pour ça que nous permet de continuer à travailler ensemble. On met du travail, on met l'intelligence, on met les bras, et sous ça, on produit un revenu. On ne produit pas un profit. De l'autre côté, l'agriculture industrielle, ils investissent un capital. Et quand on investit un capital, les calculs, c'est le profit. C'est ni bon ni méchant, c'est juste une autre manière de raisonner, c'est une autre logique. Quand tu discutes avec un hypermarché, il te demande combien de tonnes. Et si tu as 120 brebis, il te regarde et dit combien d'agneaux 1000, 2000 Je dis non, 50. Je dis, pas discuter. Et c'est comme ça tout le temps. C'est nous, il faut qu'on se bat jour pour défendre un mode de production qui est là, sans support de politique publique et qui se maintiennent malgré tout. Donc, s'il y a une preuve de notre efficacité, c'est le fait qu'on est encore là. On est encore là. Donc, on est assez fiers d'être paysans. On a de quoi.